Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce premier live de la télé du Salon du Livre de la Presse Jeunesse à Montreuil. Une édition anniversaire qui vient célébrer les 40 ans de la fête du livre de jeunesse. Une édition sous le signe du rêve général. Nous allons nous retrouver pendant 6 jours consécutifs, des interviews exclusives d'auteurs, d'autrices, d'illustrateurs, d'illustratrices, des lectures dansées, des lectures signées, des lectures musicales qui vont donner pleinement vie à la littérature de jeunesse. Au programme également un court format en cuisine pour découvrir les ingrédients des artistes pour réaliser un bon et un beau livre. Nous allons ouvrir le bal avec le palmarès des pépites 2024. Depuis 2016, ces prix récompensent les meilleurs ouvrages dans 5 catégories: livres illustrés, fiction junior, fiction ado et bande dessinée, et la pépite d'or, décernée au meilleur livre de l'année. Pour nous éclairer sur les coulisses des délibérations et les choix du jury, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Nathalie Donikian. Bonsoir. Nathalie Donikian, vous êtes directrice littéraire du Salon et responsable de la programmation. À vos côtés, Émile Bravo. Bonsoir. Émile Bravo, vous êtes auteur, illustrateur en littérature de jeunesse et également en bande dessinée. Vous êtes président de l'association du CPLJ depuis 2022 et à ce titre, vous êtes donc membre du jury des critiques littéraires qui décernent la pépite d'or. Tout à fait. Je vous propose déjà que nous revenons sur ce palmarès qui vient d'être annoncé donc sur la scène au Salon du Livre. Donc, dans la catégorie livres illustrés, nous retrouvons Des siècles et des siècles de Christophe Honoré et Gwen Legac aux éditions Thierry Magnier. Dans la catégorie fiction junior, Maury de Marie Collot et Noémie Marsili aux éditions Cote Cote Cote. Dans la catégorie BD et Joe de Geoffrey Delinte et Marzena Sowa aux éditions Gallimard. Dans la catégorie fiction ado, La danse sauvage d'Harmonie Stark, roman écrit à 4 mains par Sigrid Baffert et Jean-Michel Payet à l'École des loisirs. Et enfin, La pépite d'or, décernée cette année à Bianca et la forêt des parents égarés, une bande dessinée de Marie Boisson aux éditions Misma. Je rappelle également que nous allons, en seconde partie d'émission, retrouver Frédéric Bruyas, lectrice, et Lucien Alfonso, musicien, qui vont interpréter un medley inspiré des ouvrages primés. Nathalie, pouvez-vous nous raconter comment s'organisent ces pépites tout au long de l'année, donc avec des comités de lecture professionnels qui sélectionnent les 20 ouvrages qui sont ensuite proposés à des jeunes lecteurs et également à des critiques littéraires. Donc, comment se passe cette sélection tout au long de l'année ? Forcément, la base, c'est la production. Tout ce que nous pouvons recevoir, tout ce que nous demandons aux éditeurs dans l'ensemble des catégories du livre de jeunesse. Et nous lisons avec ces comités de lecture près de 4000 ouvrages pour ensuite faire en sorte que ces livres se retrouvent sur une plateforme qu'on appelait Kibookin, qui est une plateforme de bonne lecture et de bons conseils, ces livres sont tous labellisés par justement ces comités de lecture, et petit à petit, et surtout à partir du mois de septembre, avec la rentrée littéraire, nous allons fouiller, et feuilleter, lire énormément pour ensuite découvrir ces 5 titres et permettre à chacun de pouvoir justement avoir une chance. Et bien sûr, on regarde à la fois du côté de la pluralité, c'est-à-dire du côté de la diversité, que ce soit du côté de la diversité des genres, mais aussi des éditeurs, des petits, des grands, des moyens. On fait en sorte que des livres qui n'ont peut-être pas eu vraiment d'audience puissent être découverts à cette occasion. Et c'est ça aussi qui nous intéresse dans notre façon de sélectionner pour chacune des catégories, c'est de mettre en avant des titres qui peut-être n'auraient pas été mis en avant de cette façon, avec justement des univers très très différents les uns des autres, mais aussi des jeunes talents, mais aussi des gens très reconnus dans la profession. Donc voilà, de croiser, toujours croiser avec ces formes différentes et avec ces genres différents.
Oui, une diversité de genres, diversité aussi dans les maisons d'édition. On a des petites maisons, des gros groupes également qui sont présents. Émile, en tant que président du jury, donc des critiques littéraires qui ont décerné cette pépite d'or, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans les discussions, dans les échanges, qui reflètent la diversité de cette sélection ? Alors déjà, je suis président, mais j'ai aucun pouvoir. Hein. Ma voix ne compte pas double, par exemple. Non, c'est toujours très intéressant. Moi, je disais cette année, contrairement aux autres années, c'était assez clivant, comme je disais tout à l'heure. En fait, on sentait qu'il y avait certains jurés en fait voulaient défendre des livres, enfin ou un livre en fait parce qu'ils avaient été très émus par ce livre et voilà. Et que bon, c'est un livre qui n'a pas été forcément plus apprécié que ça par d'autres. Et du coup, voilà, quoi, il n'y avait pas de... Contrairement à d'autres années où vraiment il y a un livre qui est mis en avant, enfin, où on sent bien qu'il y a quelque chose qui se détache en fait du lot et tout le monde est plus ou moins d'accord, oui, c'est avec un livre qui fait l'unanimité. Là, c'était vraiment pas le cas, quoi. Donc, en fait, il y avait des petites tensions. C'était... Et donc, bon, voilà, on a passé une excellente soirée quand même, quoi. Je pense qu'il faut rappeler également, tout le monde ne le sait pas, donc il y a un jury de jeunes lecteurs, donc de 8 à 18 ans, qui ont désigné donc, dans chaque catégorie leur coup de cœur. Ils ont délibéré, il me semble, hier soir, tous à distance. On va également les retrouver sur le salon dimanche, c'est bien ça ? Tout à fait. Comment se passent ces délibérations et quel retour vous avez pu avoir de ces jeunes lecteurs ? Alors, ils sont hyper concentrés. Donc, ils viennent de toute la France. C'est-à-dire qu'ils envoient leur candidature en septembre. On fait un choix, justement, pour aussi, encore une fois, montrer cette diversité dans les parcours de lecteurs ou de lectrices. Donc, une fois que les 9 jurés sont choisis par catégorie, donc soit pour les livres illustrés pour les plus jeunes, qui ont à peu près entre 6 et 7 ans, la bande dessinée, la fiction ado et la fiction junior, ils se réunissent en effet la veille du salon en visioconférence, accompagnés par des membres de l'équipe du salon et par des journalistes qui font partie d'ailleurs du jury de la Pépite d'Or. Et ça délibère, et ça choisit, et ça argumente. Et là, c'est quand même assez étonnant. Et on peut dire que cette année, le choix nous-mêmes nous a étonnés. Le choix qui a été fait pour chacun des titres nous a vraiment étonnés parce que justement, les arguments que les uns et les autres déploient sont quand même assez fabuleux dans la manière dont ils approchent les livres. Et je ne résiste pas à vous lire un petit verbatim que nous avons relevé. Excusez-moi, évidemment, je me souviens plus de mon code, mais ça va venir. En tout cas, oui, c'est une sélection exigeante, une sélection en effet qui mêle les genres littéraires, qui mêle aussi les styles. Il y a des explorations graphiques également assez nouvelles. Les questions d'écologie sont également très présentes dans cette sélection, donc je vous laisse donner un témoignage. Notamment Hortense, donc de la pépite du livre illustré, qui dit « La forme du livre, en longueur, me donnait l'impression d'une lecture qui ne s'arrête jamais. Adam, les illustrations ressemblaient à des tableaux. » Alors ça, c'est pour le livre illustré. Alors pour la bande dessinée et Joe, par exemple, j'ai aimé que Joe retrace tout dans un carnet et qu'un simple carnet puisse devenir tout. Sinon, Irène, c'est une histoire très réaliste avec un héros qui a le même tempérament qu'un enfant normal. On est directement touché. Le scénario a un bon rythme et il explique plein de choses de la société. Il y a tout le temps des choses intéressantes à lire. Voilà. Et Anne-Laure, cela nous montre que se forcer à découvrir un monde extérieur, c'est mieux que de rester dans celui qu'on connaît. Donc ça, c'était pour le livre illustré et la bande dessinée. Et puis pour la pépite junior, par exemple, les 2 enfants qui étaient là lors de l'annonce du prix ont vraiment souligné, d'une part, la qualité des aquarelles de Noémie Marsili, mais également la force du propos du texte à travers justement ce propos écologique et cette réintroduction d'un jardin pour ouvrir au monde. Voilà. Merci. Tu peux peut-être rajouter quelque chose ?
Ah non, non, mais moi j'ai été très séduit, j'en parlais tout à l'heure, par la maturité des enfants, qu'un livre comme Maury soit élu pépite, quand on voit en fait le propos, enfin où il s'agit en fait d'apporter des espaces verts dans les villes, enfin vraiment, enfin retrouver un espèce de sens et puis recréer un contact avec la nature, avec une notion de temps aussi. C'est le temps qui passe. On a besoin de. Enfin moi je trouve ça formidable que les enfants ont déjà cette notion aussi de temps. Il faut de la patience. C'est vraiment, ce sont des arbres qui poussent et voilà et que c'est effectivement c'est l'avenir en fait. Moi, ça m'a vraiment hyper touché. Et aussi cette plongée dans la société japonaise, c'est très étonnant parce qu'on me disait que les deux autrices ne sont jamais allées au Japon. Pourtant, on a l'impression vraiment d'y être, quoi. Enfin, il y a un travail de documentation. Enfin, en tout cas, c'est ressenti, quoi. Et il y a pas, voilà. Et ça, c'est fantastique. Un travail remarquable. Merci beaucoup. Merci à vous. Émile, merci Merci. Nathalie. Avant de découvrir donc en musique les ouvrages primés avec Frédéric Bruyas et Lucien Alfonso, nous allons partir en cuisine avec Vincent Pianina. C'est parti. Mes 3 ingrédients pour faire un livre à ma façon sont une boîte de jeu, un oreiller et une fenêtre. Mon premier ingrédient, c'est une boîte de jeu. Moi, je suis quelqu'un qui adore jouer. J'adore les jeux de société, les jouets, et en fait, j'aborde le livre de la même façon. Quand je commence un livre, je me fabrique une règle du jeu. Et c'est une règle que je vais suivre après pendant toute la fabrication du livre. Par exemple, dans celui-ci, mon jeu, c'était de créer une histoire qui se passe en 7 jours. Donc en fait, j'ai marqué les jours, j'ai utilisé les 3 couleurs primaires, et puis le fait de dessiner plein de choses dans les marges autour du texte. Voilà. On peut imaginer qu'un livre, c'est comme une boîte de jeu. Ça, c'est un livre qui parle d'une ville. C'est un livre avec des maisons, avec des sapins. Dans ce livre-là, il y a des petits animaux et il y a des habitants. Et donc, en fait, je vais tout organiser dans cette petite boîte pour que tout aille bien ensemble. Je vais faire un petit univers cohérent qui doit tenir à l'intérieur de la boîte. Et normalement, si j'ai bien travaillé, si j'ai pas trop fait n'importe quoi, quand je referme la boîte, tout tient dedans. Et si jamais je mets des éléments qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien à faire dans ce livre, voilà. Vous 3, vous n'avez rien à faire dans ce livre. Quand on est devant une page blanche, c'est très intimidant. On peut faire tout ce qu'on veut dans l'univers. Et donc, on peut arriver à ne faire rien du tout finalement. Le fait de passer par une règle du jeu, par me mettre un cadre, par me mettre réduire tout l'univers à une petite boîte dans laquelle il y a 2-3 choses à respecter. Voilà, ça m'aide à trouver des idées. Mon deuxième ingrédient, c'est l'oreiller. Parce que j'adore dormir. Et surtout parce que je pense qu'il faut laisser reposer les idées. C'est très important pour moi d'avoir un lit dans mon espace de travail. Je dors pas vraiment en fait. Je fais des sortes de siestes très courtes. Et dès que j'ai mes idées qui s'entrechoquent comme ça, sans que je le fasse exprès, quoi, je les laisse mariner comme ça. En général, si je suis bloqué, je fais une petite sieste. Et quand je me réveille, la solution est trouvée. Et donc quand j'ai pensé mon atelier, il fallait absolument qu'il y ait de la place pour mettre un lit. Pour bosser, quoi. Mon troisième ingrédient, c'est une fenêtre. Ça sert à regarder à l'extérieur. Quand on travaille, c'est bien de pouvoir s'intéresser à ce qui se passe autour de nous, à ce qui se passe au-delà de nous, et d'aller chercher dans le monde des choses à ramener dans ses œuvres. Ce qu'il y a de bien aussi avec une fenêtre, c'est que donc ça sert à regarder à l'extérieur. Et donc ça, c'est le paysage extérieur, voilà, avec des arbres, avec des maisons. Mais si on se place de l'autre côté et que je regarde à l'intérieur de chez moi, je vois ma petite déco avec des trucs rigolos, je vois ce qui me plaît, je vois mes obsessions, je vois ce qui me correspond, ce qui est ma personnalité et ce que j'ai envie de montrer aux autres. Et en fait, quand je fais un livre, c'est bien de pouvoir naviguer entre l'un et l'autre.
Bon, et puis alors si j'avais un ingrédient en plus, bah, je dirais l'inattendu. Pour pouvoir attraper en vol une piñata dans la vie de tous les jours, faut tout le temps rester à l'affût, s'attendre à rien, mais aussi à tout. Et ne jamais dire non. Savoir accueillir les surprises quand elles viennent et pouvoir les intégrer dans son projet, pouvoir les nourrir et en faire quelque chose. Et si on le fait bien, et si on en prend soin de cette surprise, eh ben, on peut avoir dans notre livre des friandises en plus. Nous nous retrouvons donc sur le plateau avec Frédéric Bruyas, lectrice, et Lucien Alfonso, musicien. Ils nous interprètent un medley des ouvrages primés. Maury. Mikiko a maintenant 8 ans. Mikiko traverse la cour où elle ne passe d'habitude qu'avec sa mère le mercredi pour déposer leur sac poubelle. Elle atteint le muret qui l'aborde, y découvre une porte en bois vermoulu. Elle n'y avait jamais prêté attention avant. Au moment de la pousser, la petite fille sursaute. Elle a entendu un bruit étrange et régulier, un coup sec, métallique, qui ne lui donne plus envie d'avancer. Elle se fige, préfère regarder par un interstice entre deux pierres. Sur le terrain retourné à l'état sauvage, elle aperçoit le retraité du rez-de-chaussée. Sa chemise lui colle à la peau et la sueur perle sur son front ridé. Il est accroupi à côté de plantes minuscules, à peine plus hautes que le bonsaï sur l'appui de fenêtre. Dans ses mains terreuses, il en tient une, aux racines longues comme des ramènes. Il la place dans un trou et rebouche le tout. Assis à 2 pas, un chat blanc, aussi curieux que Mikiko observe les mouvements du vieil homme. Quand l'animal a reçu sa dose de caresses, il se tourne vers le muret. Ses yeux jaunes transpercent la fillette. Il miaule dans sa direction et... Oh, vite, vite, Mikiko s'enfuit. Les jours suivants, dès que sa mère quitte l'appartement, Mikiko file à son poste d'observation. Pour ne pas être repérée, la petite fille se cache derrière la benne à ordures et est obligée de se boucher le nez. Pendant que le vieil homme jardine, Mikiko esquisse le terrain vague qui se remplit de plantations un peu partout, de manière désordonnée. Elle pousse plus vite dans son imagination que dans la réalité. C'est bientôt une forêt qui surgit sur le papier. Aujourd'hui, le palier est envahi de caisses en carton. Des voix inconnues et désagréables résonnent derrière la cloison. Mikiko se précipite au fond de la cour, presse son corps contre le muret. Elle reprend son souffle, plaque son œil contre le petit trou et ne voit rien. Un papier glissé à l'intérieur lui gâche la vue. Mon dessin ? Tu l'as oublié en partant l'autre jour. Mikiko sursaute. Elle n'a pas entendu le voisin du rez-de-chaussée approcher. Je m'appelle Akira. Si tu veux, passe de l'autre côté. Ce sera plus agréable pour dessiner. Et Joe.
à tous les camionneurs et à toutes les camionneuses, en reconnaissance de leur travail acharné et essentiel qui maintient notre monde en mouvement. Marzena Sowa. Bon, enfin non, Mathilde, ce n'est pas une bonne idée. Je vais l'avoir tout le temps dans les pattes. Il va s'ennuyer à mourir dans le camion. Et puis, je ne suis pas pareil au boulot et à la maison. Tu sais très bien. Le boulot, c'est le boulot. Et le stress qui va avec. Tu jures plus, tu te laves moins, et tu pètes à l'aise. Oh, ben, c'est pas très éloigné de comment t'es ici. Et ne pas se laver, jurer, tout ça, je pense que ça peut lui plaire. Tu ne connais pas ton propre fils. Oh, écoute, tu exagères. Hein. Mais non, je te jure. Tu ne sais pas quoi lui dire quand vous êtes tous les deux. Tu peux pas le savoir puisque tu n'es pas avec nous. Oh, écoute, si, hein, je le sais, hein, je le sens. Mais c'est maintenant qu'il faut créer des liens, André. C'est la dernière occasion. D'ici 1 an ou 2, il ne voudra plus traîner qu'avec ses copains. Et puis, il va grandir encore, hein. Quitter la maison, déménager, et vous aurez encore moins de choses à vous dire. Rien à partager. Allez, il a très envie de partir avec toi. Voir son papa aventurier, super-héros. Écoute, il sera déçu, hein. Je conduis toute la journée, il n'y a rien d'héroïque là-dedans. Il en a très envie. Mais non, maman, je vais rester ici. Hors de question. Pierrot et Thomas, ils seront là. On va traîner ensemble. On ira à la rivière, ce sera cool. Écoute, chaque été, tu fais la même chose. Cette année, tu voyageras un peu. Ça te fera du bien. Un grand voyage en France, ouais. Arrête de jouer, Joe. Commence plutôt à préparer ton sac. J'ai pas envie. Écoute, c'est encore moi qui décide. Bon, qu'est-ce que je dois prendre? Fais chier, putain. Maman! Tu peux dormir, Joe. J'ai pas envie. Comment que t'as pas envie? Je vois tes petits yeux qui se ferment. Ils ne se ferment pas du tout. Bon, bah alors je vais allumer la radio. À moins que tu aies une histoire à me raconter. La radio Oh, écoute, ça commence bien. Hein. Tu sais qu'on va passer 10 jours dans ce camion. Il faudra que tu me racontes des trucs. Et toi aussi, papa? Oui, bien sûr. Regarde, on est les premiers réveillés. Avant les boulangers, les éboueurs, même les oiseaux. Je crois, papa, que les rossignols chantent la nuit. Ah bon? C'est à l'école que tu as appris ça? Non? Dans un livre? Ah bah tu vois, je savais pas. Sauvage d'Harmony Stark. Ils sont deux enfants, un petit et un plus grand. Petit est assis sur le vieux canasson, grand marche à côté. Il fuit quelque chose d'énorme, d'affreux, quelque chose de trop gros pour eux. Ils ont fermé les yeux, ils ont posé un couvercle sur leurs pensées, ils se sont mis à marcher. La seule chose dont ils se souviennent,
c'est d'avoir scellé Captain Wynne et filé dans le bois avant que l'énorme, l'affreux, l'innommable ne les voie. Ils ont erré des heures, grands berçant petits de ces mots, d'une voix effilochée, presque une mélopée, arrimée au seul souvenir que sa mémoire avait emporté. Des mots qui s'enroulaient autour de leur tête, de leurs oreilles comme une écharpe de vent. Des mots entendus d'un autre temps, peut-être les mots anciens, tombés d'une mer. On eût dit que quelques déesses, dénouant ses cheveux blonds, les enrubanaient de soieries au ton vivace. Mais en fait, qu'est-ce que c'est les emburanés ? Demande Petit. J'ai jamais bien compris, répond Grand. Ça doit sûrement être doux, puisque c'est dans les cheveux, dit Petit. C'est peut-être une fleur ? Ils sont 2. Et depuis 2 jours, ils marchent en direction d'une ville. Parce que Grand s'est souvenu d'une chose. Il s'est souvenu d'un nom qui a traîné jusqu'à la porte de leur ferme, puis sur les lèvres de Fillmore, le père, quand il était encore debout, quand il était encore un père, avant l'énorme, l'affreux, l'innommable, avant la jument, avant le bois et la boue, avant la douleur qui lui mord le genou. Grand se le rappelle, oui. La veuve Edmée. Ce nom-là, le père le prononçait comme on aspire la fumée d'un bon tabac, avec un respect minéral juste au bord des dents, le regard en dedans. La veuve Edmée. Cette femme-là, jamais personne ne lui a marché sur les pieds. Enfin, ceux qui ont essayé sont repartis les pieds devant. Si un jour, si vous ne savez pas, si je ne suis plus là, allez voir la veuve Edmée à Golden Helmet. Voilà ce qu'il avait dit, Fillmore. Mais comment on va la trouver ? Interroge Petit. Il avait dit aussi, pas compliqué. Foncez vers l'ouest, et c'est tout droit. Sauf que l'ouest n'est pas droit. Pas du tout, songe Grand. Mais tant que j'ai des pieds au bout des jambes et des mains au bout des bras, on va la retrouver. Et des siècles. Je t'explique. Il y a une énorme différence entre nous. J'ai 3 ans de plus que toi. Ça change tout. Tu seras à peine arrivé à l'école que moi, je serai déjà quelqu'un de bien. J'aurai un tatouage, une histoire d'amour. Je me téléporterai de Paris à Marseille et j'irai sauver les océans Atlantique et Pacifique. 3 ans. T'imagines pas, c'est un fossé, un gouffre. Je suis d'une autre génération que toi. On est à des années-lumière. Bon, écoute, tu peux pas nous comparer. Regarde à quoi tu ressembles et regarde-moi. Grand frère, petite sœur, tu vois le truc? Je suis vieux comme t'as pas idée. Bon, je vais te dire, je suis plus près des années 2000 que de toi. Ça te parle, les années 2000 ? Les années où le Groenland a commencé à superfondre et où papa et maman étaient des enfants sans Internet. Des enfants
Sans portable. Eh bien, moi, je suis plus près des enfants qu'ils étaient que de toi. J'étais même déjà là quand la mère de notre mère empêchait les Américains de faire la guerre contre le Vietnam. Je la revois encore, hein, avec les fleurs dans ses cheveux et ses lunettes rondes et sa voix qui chantait et qu'il fallait prendre la vie comme elle était et laisser la terre tourner tranquillement. Dommage que tu l'aies pas connue alors, hein. Elle avait de qui tenir, mamie. Pendant la guerre mondiale, sa mère avait été résistante contre les nazis. T'as entendu parler des nazis? Des camps de la mort. Ils ont tué des millions de gens en Europe, hein, parce qu'ils étaient juifs. C'était comme la fin du monde. J'ai vécu ça, hein. Je suis de l'ancien temps, d'un monde oublié. J'ai assisté à l'abdication du dernier empereur de Chine. C'était un enfant de 6 ans. Tu sais, il s'appelait Pouilly. Chic type, hein. Et j'ai suivi le cortège funèbre de Victor Hugo dans les rues de Paris. Hugo, tu vois, Quasimodo, Esmeralda, Gavroche. J'étais Gavroche, moi. Debout sur les barricades, à faire la révolution et couper la tête de Louis XVI. Attention, hein, j'ai pas actionné la guillotine. Mais le père du grand-père de notre grand-père, oui, Quick, le roi. Il faut dire qu'on en avait connu pas mal qui n'étaient que des bons à rien. Crois-moi, c'était pas tous des soleils à la Louis XIV. Hein. Note que moi, je me sentais pas vraiment à l'aise à Versailles. J'ai préféré partir en Amérique à l'époque, hein, tout à l'ouest, vers les montagnes rocheuses. Bianca et la forêt des parents égarés. Rédaction, vous rédigerez le portrait de vos parents. Oh non! Je savais bien que ça devait arriver. Toute une scolarité sans un devoir sur les parents, c'est impossible. Le problème, c'est que je n'ai pas de parents. Ils ont disparu un jour de la maison quand j'étais toute petite et personne ne sait pourquoi. Je n'ai même pas de photo d'eux. J'ai grandi avec tante Clémentine et mon cousin Julien. Tu viens, ma louloute? Ramène tes fesses, moustique. Je les aime beaucoup. Évidemment, j'ai posé des questions. 1, 2, 3, 4, des dizaines de milliers, de centaines de questions. À chaque anniversaire, chaque hiver, chaque lundi, chaque week-end et jour férié. Mais au fil des années, à force d'obtenir des réponses incongrues, douteuses, décousues, biscornues, insolites, j'ai posé de moins en moins de questions, jusqu'à ne plus en poser du tout. Un soir, je me décide. Je vais partir à leur recherche. Ça y est, ma décision est prise, je vais partir. Je vais partir. D'un seul coup, je ressens l'apaisement et l'excitation. Je vais enfin savoir ce qu'il s'est passé, où ils sont. Une petite fugue. Au fond, c'est quoi? Rien de bien méchant, hein. En plus, demain, c'est les vacances. Je me sens rebelle et hyper spontanée. Oh, il faut que j'appelle Alex. Alex? Bianca, ça va mieux? Tu sais, c'est qu'une disserte, hein. Faut pas que tu paniques. Alex, je crois que je vais partir. Quoi? Tu viens? Bianca, je sais très bien que tu veux les retrouver, mais tu veux aller où? Enfin, je comprends, l'envie te méprend pas, mais c'est dangereux et surtout, j'ai peur que tu sois déçue si tes recherches ne donnent rien. Ouais, je sais tout ça. Mais il faut que je parte, tu vois.
J'ai pas le temps d'être rationnelle, sinon je vais me dégonfler. Moi, je comprends, hein. Tu viens ou pas? T'as demandé à Julien? Non, je vais sûrement être amenée à enfreindre des lois, et ça n'est pas possible pour Julien. T'as raison. On établit un plan et on se donne rendez-vous le lendemain à l'aube. Enfin, à l'aube, à 8 heures, quoi. Quand je rejoins Alex, elle n'est pas du tout habillée pour partir en mission. Écoute, Bianca, je vais pas pouvoir venir, je suis désolée. J'ai un cours de piano cet après-midi, tu m'en veux pas? Allez, tiens, ça pourra sûrement t'aider. Elle me donne un petit papier. Oh, j'y vais, ma mère m'attend dans la voiture. Bon courage. Oh non, j'avais pas prévu ça. Déjà, il faut sortir de la ville. La forêt des parents égarés, terminus, ligne 716. C'est un début, hein. Merci beaucoup Frédéric, merci Lucien pour ce magnifique moment tout en poésie. Le live, c'est fini pour ce soir, mais la télé du salon se poursuit avec Qui lit dort. Et moi, je vous retrouve demain avec Bérangère Cournut et Louise Desbrusses. Très bonne soirée.